Bonjour. Donc moi je suis ravie je remercie les organisateurs de pouvoir vous parler de l'ovaire polykystique, du diagnostic principalement, puisque je vais le mettre en hop, du diagnostic principalement parce qu'il faut faire un choix et que si on pourra parler de la prise en charge thérapeutique sur d'autres staffs. Dépister l'OPK, vous allez voir que c'est une pathologie très fréquente, donc vous êtes amené à avoir parmi vos patients des patients qui vont venir pour des demandes d'hirsutisme ou de troubles du cycle. Et donc, il va falloir les orienter, faire les premiers bilans, puis les orienter. Donc, l'ovaire polykystique, en fait, c'est pas un très bon terme. Ça a été décrit par Stein-Leventhal en 1935 devant un aspect des ovaires au niveau chirurgical. Et donc l'ovaire polykystique, ce ne sont pas des kystes, ni des microkystes, ce sont des follicules en grand nombre. Et donc, on n'a pas changé la dénomination de ce syndrome, mais ce ne sont pas des kystes. J'insiste un peu là-dessus parce que il y a encore beaucoup de patientes qui viennent et qui demandent qu'on leur enlève leurs kystes, etc. Mais ce sont des follicules, des précieux follicules. Voilà. Donc ça concerne 4 à 20% des femmes selon les ethnies et selon la définition. Et puis ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc ce qui est important, donc la définition, elle reste que c'est un syndrome hétérogène qui comprend donc au moins 2 des 3 critères suivants. Une oligoanovulation, c'est-à-dire que ça s'exprime par les troubles du cycle, une aménorrhée ou une sphagnoménorrhée le plus souvent, donc des cycles très longs ou une absence de cycle, associé avec une hyperandrogénie clinique ou biologique et un aspect échographique des ovaires avec plus de 20 follicules sur un des ovaires au moins chez les femmes de plus de 20 ans, mais on va revenir là-dessus. Et c'est un diagnostic d'exclusion, donc il faut avoir pensé et exclu au moins cliniquement l'hypercorticisme, le bloc en 21 et l'hyperprolactinémie. Donc je vais revenir sur ces différents aspects. Donc deux de ces 3 critères. Donc par exemple, cette patiente qui m'a consulté pour une hyperandrogénie, c'est-à-dire qu'elle avait une pilosité au niveau du visage, avec un petit surpoids, vous voyez, quand vous faites les dosages, vous voyez que la testostérone est au-dessus de la normale, légèrement au-dessus. La prolactine, elle est normale pour le laboratoire. L'AMH, qui est un marqueur du nombre de follicules, est élevé. Et vous avez une échographie qui est assez typique avec une 50aine de follicules par ovaire. Donc ça, c'est un tableau complet. Là, cette diapo, c'est juste pour vous rappeler que ces ovaires polykystiques, c'est une association d'un trouble de la croissance folliculaire, ce qui aboutit à l'anovulation ou l'oligoanovulation, avec une sécrétion trop importante d'androgènes par les cellules de la TEC, et se rajoute à ça souvent une insensibilité ou une résistance à l'insuline qui participe ou aggrave le syndrome. Et c'est pour ça que quand la patiente prend du poids ou, par exemple, elle aggrave son syndrome et ses symptômes, mais c'est une maladie probablement, en tout cas en grande partie primitivement ovarienne. Alors, vous avez plusieurs types de SOPK avec des formes plus ou moins complètes. Donc, si vous avez la forme complète, c'est-à-dire que vous avez l'association d'anovulation avec des cycles longs ou absence de cycle, une hyperandrogénie avec un hirsutisme et un ovaire polykystique échographique. Donc, c'est 60% des patientes. Et puis, 2 des 3 éléments, dans 16% des cas, vous avez par exemple l'anovulation avec l'aspect échographique sans hirsutisme, ou vous avez l'hirsutisme associé à l'aspect échographique sans trouble du cycle. Et tout ça, ça rentre dans la définition de l'ovaire polykystique. Alors, en fait, en fonction de la période de la vie de la patiente, on va avoir des demandes un peu différentes. Chez la jeune fille, elles vont essentiellement consulter pour des problèmes d'hyperandrogénie, d'hirsutisme, ou de cycles très longs irréguliers. Chez la patiente de la trentaine, on aura possiblement des consultations pour infertilité. Et puis après, avec le temps, on aura une plus grande fréquence des troubles métaboliques
Et en général, les patientes, elles ont déjà leur diagnostic, mais pas toujours. Donc c'est une cause, la première cause d'anovulation. C'est pour cette raison que nous avons souvent, nous faisons même les diagnostics dans les départements d'infertilité chez les patientes qui n'ont pas trop consulté avant pour les troubles du cycle, devant un désir d'enfant. Mais devant un trouble du cycle, c'est-à-dire une aménorrhée, une spanioménorrhée, il faut absolument faire les dosages hormonaux pour éliminer d'autres causes de troubles du cycle. Ces dosages sont quand il y a des règles à pratiquer au moment des règles, parce qu'ils sont interprétables qu'en phase folliculaire. Maintenant, si vous avez une patiente qui n'a pas du tout de cycle, vous pouvez faire les dosages quand vous voulez, si elle est en aménorrhée. Donc, il faut faire une prolactine. Ensuite, les dosages de FSH œstradiol, ils vont pouvoir éliminer donc, les autres causes d'anovulation. Si vous avez une FSH basse en regard d'un œstradiol bas, vous êtes plutôt sur la rubrique d'hypogonadisme hypogonadotrope, c'est-à-dire que là, en général, elles n'ont pas de problème d'hirsutisme, mais devant les troubles du cycle, vous devez éliminer cette cause-là, comme l'insuffisance ovarienne, où là, au contraire, vous avez une FSH élevée en regard d'un œstradiol normal ou bas, ou un œstradiol élevé en regard d'une FSH normale. Donc, ces dosages, ils vous permettent de typer le trouble du cycle. Voilà un exemple d'une patiente qui a des cycles irréguliers depuis la puberté. Là, elle a 2 cycles par an, enfin 2 règles par an, 2 épisodes de règles, avec une écho qui est en faveur d'une dystrophie ovarienne, pas d'autres particularités à l'examen clinique. Vous voyez là qu'elle a des dosages hormonaux grosso modo normaux avec une LH un peu élevée quand même, la testo est normale. Et il manque un dosage qui est donc le dosage de la prolactine. Vous voyez là que le dosage de la prolactine est élevé. Et vous recherchez une macroprolactinémie qui est assez fréquente, qui sont des artefacts de dosage. Et si l'hyperprolactinémie est confirmée, vous faites une IRM et là vous voyez qu'il y a une image d'adénome hypophysaire. Donc il faut penser à la prolactine. Quand vous avez des troubles du cycle, il faut associer les dosages de gonadotrophine à la prolactine. Dosage de prolactine. Alors si dans les vieux textbooks, il y a des choses qui traînent comme un lien entre le SOPK et l'hyperprolactinémie, c'est-à-dire qu'il est marqué que l'OPK donne une hyperprolactinémie, en fait c'est faux, c'est 2 associations fortuites de pathologies fréquentes. Donc, si vous avez une vraie hyperprolactinémie chez une patiente qui a un SOPK, il faut chercher la cause. On avait colligé les données entre Bicêtre, où je travaille également, et l'équipe de Lille, et on a montré en fait que dans toutes les hyperprolactinémies détectées dans le SOPK, on avait en fait une étiologie, soit médicamenteuse, soit un adénome en fait, globalement. Et donc, il faut rechercher cette étiologie dans toutes les troubles du cycle. Donc ça, c'était une diapo juste pour vous dire que l'hyperprolactinémie peut être due à un artefact de dosage qui est un agrégat de plein de petites prolactines monomériques. En fait, la prolactine monomérique, c'est la seule qui est active. Quand vous avez une big, c'est-à-dire une macroprolactinémie, ça apparaît comme une hyperprolactinémie, mais c'est pas pertinent, en fait, c'est pas symptomatique. Donc, si vous avez des tableaux un peu douteux, une prolactine légèrement élevée, 40, 50, par exemple dans un SOPK, et ça vaut le coup de demander le traitement du sérum au PEG, précipitation par le PEG, vous mettez ça sur l'ordonnance et le Biomnis le dose et ça permet d'isoler la vraie prolactine monomérique qui est signe d'hyperprolactinémie. Voilà. Alors, toujours dans les troubles du cycle, on peut se retrouver avec une patiente par exemple, là, cette patiente, elle a 26 ans, elle a une histoire d'hirsutisme et de règles aussi irrégulières à la puberté. Et puis, elle a perdu 13-15 kilos. Et donc, elle se retrouve avec un poids bas, en fait, un IMC à 19, et elle fait beaucoup de sport.
Et donc, dans ces cas-là, quand on est en aménorrhée secondaire ou en spermioménorrhée, on fait toujours pareil, les dosages d'œstradiol, de FSH, de LH. Et vous voyez là, par contre, que les gonadotrophines sont plutôt basses, et surtout la LH. Et donc, ça vous évoque plutôt une aménorrhée hypothalamique. Et l'échographie, elle montre aussi des ovaires très riches. Donc, vous pourriez dire que cette patiente, elle a un trouble du cycle, qu'elle a un aspect échographique en faveur de la dystrophie ovarienne. Oui, mais elle a aussi un déficit gonadotrope avec un œstradiol qui est bas, une LH qui est basse. Elle a un profil de femme qui a maigri et qui fait beaucoup de sport. Donc, elle a l'association de l'aménorrhée hypothalamique avec probablement de façon sous-jacente des ovaires microfolliculaires, micropolykystiques. Donc là, le tableau qui domine, c'est plutôt l'aménorrhée hypothalamique, mais il y a probablement un ovaire polykystique sous-jacent. C'est pareil, deux étiologies très fréquentes du trouble de l'ovulation. C'est pour ça qu'en fait, je permets d'en parler parce que en fait, on a très souvent l'association des deux. Et donc, je passe, mais hop, du coup, je passe. Donc, en fait, cette revue-là, elle est pas mal faite parce qu'elle vous permet de vous aider à discriminer ce qu'est une aménorrhée plutôt hypothalamique où vous allez avoir un IMC bas, une LH basse, ça c'est un paramètre au niveau biologique qui est important, et puis le profil de la jeune fille active qui mange peu et qui bouge beaucoup. Et dans l'OPK, au contraire, vous allez avoir plutôt un poids normal ou normal élevé, et puis une LH plutôt élevée avec des androgènes plutôt élevés. Mais après, on peut avoir l'association des deux, donc ça brouille un peu les cartes. Donc, c'est donc important de faire ces dosages hormonaux pour orienter le diagnostic associé à l'échographie. Un autre point d'appel, donc là j'ai surtout parlé des troubles du cycle, là l'autre point d'appel c'est l'hirsutisme, donc vous pouvez avoir une patiente qui vous consulte pour une demande de prise en charge de sa pilosité. Qu'est-ce que l'hirsutisme? C'est l'hirsutisme, c'est en fait des poils qui sont à des endroits où normalement on ne les trouve pas chez la femme, avec une barbe au niveau des mamelons en péri-mamelonnaire, au niveau de la ligne blanche. Mais ce n'est pas les poils que vous allez trouver au niveau des bras et des jambes qui sont pas, enfin, ce n'est pas une localisation pertinente pour parler d'hirsutisme. C'est plutôt génétique en général. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de demandes, parfois farfelues, de prise en charge de l'hirsutisme dans la société actuelle. Donc, il faut savoir un peu faire la part des choses. Donc, après, on peut quantifier cet hirsutisme. Il peut être associé à une alopécie ou non, ou une acné inflammatoire qui n'est pas un bon élément spécifique de l'hirsutisme, mais qui peut être associé. Et on peut le quantifier avec le score de Ferryman. En pratique, moi, je ne le fais pas parce que souvent, de toute façon, les femmes, elles s'épilent. Donc, il faut plutôt les interroger sur la fréquence de leur épilation et puis la gêne occasionnée. Et puis, c'est avec ça que vous allez vous faire une idée de l'hirsutisme. Quand on a un hirsutisme, on fait un dosage de testostérone total. Et ça, c'est important. Et la SHBG, c'est l'hormone porteuse de la sex hormone binding protein. Donc, qui peut être importante puisqu'en fait, elle dépend, comme c'est pas en diaporama, elle dépend d'un certain nombre de paramètres, dont le poids. Donc, ça peut être pertinent de faire ce dosage associé pour voir quelle est la vraie testo biodisponible. Alors, ces dosages-là, ils ne peuvent pas être faits sous contraception orale. Donc, si vraiment vous êtes inquiet par un hirsutisme sous contraception, il faut arrêter la contraception, prévenir pour pas que les femmes aient une grossesse non désirée, et puis faire les dosages à distance. Là, on a l'exemple d'une patiente, Sacha, qui a consulté pour un hirsutisme avec des cycles irréguliers. Elle n'a pas de surpoids, elle n'a pas de signe d'insulinorésistance. Et vous voyez là qu'elle a une testo élevée, avec des gonadotrophiles normales. Bref, elle a une hyperandrogénie. Et qu'est-ce qui manque? Il manque le dosage de 17 OH progestérone, alors qu'elle a aussi un aspect d'ovaire polykystique.
Donc cette 17-OH progestérone, elle est élevée si elle est supérieure à 2 et elle signe un déficit en 21-hydroxylase, qui est une pathologie surrénalienne que vous connaissez bien comme c'est une forme précoce puisqu'elle est dépistée en néonatal sur le buvard et qu'elle donne une insuffisance surrénale complète. Mais la forme classique, en fait, elle peut se révéler à la puberté devant surtout un hirsutisme. Quasiment plus fréquemment un hirsutisme que des troubles des règles. Et donc, il faut le dépister parce qu'en fait, quand les patientes, elles viennent vous voir pour un désir d'enfant, il faut avoir dépisté au niveau génétique cette maladie, puisque, en fait, il faut, si elle porte un gène muté sévère, une mutation sévère, il faut dépister le conjoint pour faire du conseil génétique pour les enfants à venir. Donc, c'est très important d'éliminer ce diagnostic différentiel. Surtout que c'est une cause fréquente, hein, c'est 1 à 10% des patientes hyperandrogéniques, elles présentent un bloc en 21 à révélation tardive. Vous avez un autre diagnostic qui est peut-être plus facile, mais il faut y penser cliniquement quand vous avez un trouble du cycle avec une hyperandrogénie, c'est la maladie de Cushing. Là, vous voyez un tableau typique avec le buffalo neck, une obésité facio-tronculaire et un hirsutisme. Et donc, il faut rechercher à ce moment-là le syndrome de Cushing. En bref, devant un hirsutisme, si vous avez un hirsutisme ancien depuis la puberté, vous avez toutes les chances d'avoir soit un ovaire, une dystrophie ovarienne, soit un bloc en 21. Donc vous faites l'échographie ovarienne et le dosage de 17-OH progestérone. Si vous avez un hirsutisme très récent ou très sévère, vous êtes plutôt soit dans le Cushing, soit dans la pathologie tumorale. Et en général, c'est pas du tout les mêmes tableaux et les mêmes sévérités d'hirsutisme. Quand vous avez un OPK, il faut dépister l'insulinorésistance en faisant une glycémie et à jeun, au moins voir une HDPO si la patiente est en surpoids ou a des facteurs de risque de diabète. Et rechercher aussi au niveau du bilan lipidique, si vous avez une hypertriglycéridémie, prendre la pression artérielle et le tour de taille. Tout ça pour rechercher un syndrome métabolique, pour pouvoir après expliquer et faire de l'information. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc, la dernière chose que je voulais aborder chez vous, c'est peut-être le surdiagnostic ou la difficulté de diagnostic chez la jeune fille, qui, vous le savez, les adolescentes ou les jeunes filles, elles ont de façon physiologique des cycles plus irréguliers et elles ont un compte de follicules en trop qui est plus élevé, puisque le compte de follicules en trop, en fait, ne fait que diminuer avec le temps. Mais le seuil de normalité de compte de follicules en trop n'est pas très bien établi chez la jeune fille de moins de 20 ans. En fait, et si vous en fait, posez une étiquette à tort de façon un peu excessive, vous risquez, surtout sans avoir expliqué un petit peu et temporisé, vous risquez de vous retrouver ou d'entraîner une angoisse qui n'est pas forcément justifiée. Il y a des articles qui publient, qui parlent de too much medicine, ça en fait mettre des étiquettes ou en fait faire des diagnostics un peu surdiagnostiquer des patientes qui finalement sont un peu limites, soit elles ont des ovaires simplement un peu riches ou chez des femmes jeunes. Et donc, en fait, on risque de se retrouver sur des patientes qui ont des étiquettes d'ovaires polykystiques à tort. Et ça a un impact psychologique qui n'est pas négligeable. En tout cas, surtout quand on ne leur a pas bien expliqué que s'il y a un syndrome, il reste modéré et qu'il n'a pas un impact à l'avenir. Donc c'est pour ça que les Schreux avaient un peu redéfini les troubles du cycle chez la jeune fille. Dans les 3 ans qui suivent les règles, les cycles sont considérés normaux entre 21 et 45 jours et non pas 21 et 35 jours. Par contre, si vous avez quand même une spanioménorrhée ou une aménorrhée après 15 ans, ça justifie bien sûr, c'est anormal et ça justifie de faire un bilan. Vous avez aussi 15 à 20% des patientes qui ont un ovaire polykystique échographique
sans hyperandrogénie, sans trouble du cycle, donc on ne peut pas les classer dans les dystrophies ovariennes, donc c'est quelque chose de fréquent et peu impactant en fait. Du coup, à l'échographie, l'Eschreux, qui est le dernier consensus sur l'OPK, a bien mentionné qu'il ne fallait pas utiliser les critères échographiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire une échographie, mais il faut éviter d'utiliser les critères échographiques qu'on utilise chez l'adulte. Donc, dans les 8 ans qui suivent les premières règles, grosso modo avant 20 ans, puisqu'en fait, le compte de follicules en trop, il est de façon physiologique supérieur à 20 par ovaire chez ces jeunes femmes. Par contre, le volume reste assez déterminant. Si vous avez un volume ovarien très élevé, c'est quand même très en faveur, très pertinent pour diagnostiquer un SOPK. Voilà. Du coup, je suis désolée parce que comme je ne suis pas en diaporama, j'ai plein de choses masquées normalement. Donc, chez l'adolescente, ça peut être un peu compliqué de faire le diagnostic de SOPK. En tout cas, il faut le faire de façon mesurée. Donc, le challenge, c'est d'évoquer le diagnostic et plutôt en rassurant, mais pour qu'elle puisse quand même consulter un spécialiste si les signes persistent et si si elle désire un enfant, qu'elle puisse consulter pour qu'on puisse effectivement les informer correctement bon, pour l'avenir. Donc, ma dernière diapo. En fait, l'ovaire polycystique, c'est très fréquent, donc il faut savoir le diagnostiquer, faire le premier bilan, mais en évitant de le surdiagnostiquer chez la jeune fille. C'est un diagnostic d'élimination, donc il faut penser à l'hyperprolactinémie, au bloc en 21 devant l'hirsutisme et à d'autres pathologies responsables de troubles des règles. Et une fois que vous avez fait le diagnostic, c'est hyper important d'expliquer ce que c'est pas des kystes, que ça crée des troubles de l'ovulation éventuellement, mais qu'il y a des solutions pour chaque problème. Il faut expliquer que les facteurs influençant l'expression du syndrome, comme la prise de poids, en fait, c'est des facteurs qui vont aggraver le syndrome, et donc c'est hyper important de pouvoir les contrôler. Donc, il faut parler d'hygiène de vie dès le début, parce qu'en fait, une fois qu'elles ont pris du poids, ben, c'est un petit peu la catastrophe, parce que c'est dur de le perdre, et puis elles aggravent leur hirsutisme, elles aggravent le trouble du cycle, en fait, et puis elles sont pas bien. Et il faut savoir rassurer dans un contexte assez anxiogène des réseaux sociaux de tout ce qu'on peut trouver sur l'OPK. Donc, quand on a donné cette information, en fait, après, en fonction de leur demande, on répond à leur demande, que ce soit un traitement de l'hirsutisme, traitement d'infertilité ou juste le trouble des cycles. Donc, en fait, pour moi, la prise en charge de l'OPK, c'est assez facile. Si elle est bien conduite, on peut éviter, faire de la prévention et éviter un tas de problématiques et offrir la meilleure qualité de vie des patientes qu'on peut, avec nos moyens médicaux. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. J'étais peut-être un peu longue. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci d'avoir repris aussi un petit peu les différentes orientations diagnostiques devant les symptômes et les descriptions cliniques. Est-ce que de votre côté, est-ce que les participants ont des questions à poser? On peut se laisser une ou deux questions, le temps d'une ou deux questions. Benoît, je vois que tu apparais à l'écran. Est-ce que c'est parce que tu souhaites poser une question? Je ne sais pas si dans le non, chat. c'est pas pour ça. D'accord, ok. Je ne sais pas s'il y a un chat, s'il y a des questions écrites. Il y a une conversation aussi. Oui. Oui, bonjour. Ah. On ne fait pas partie du membre de l'équipe, c'est pour ça. Alors, je ne sais pas. Vous pouvez poser votre question. En tout cas, je n'ai pas bien vu qui a pris la parole. Mais n'hésitez pas à poser votre question si vous en avez une. Ah. Oui, alors, vous m'entendez? Non? Oui, on vous entend. Oui, c'est le docteur Rebaille. Oui, c'est par rapport à l'androcure, par rapport au traitement, avec les effets secondaires que l'on connaît, effectivement.
Est-ce qu'il y a un protocole Alors, pour l'androcure, en fait, on a gardé l'AMM pour l'hirsutisme sévère, donc il est plus justifié de le donner pour, par exemple, de l'acné, etc. Donc, on garde cette indication. Après, les méningiomes, en fait, la fréquence ou l'augmentation de l'incidence du méningiome augmente avec l'âge et avec la durée de prise d'androcure, en fait. Dose et durée dépendante. Donc, on peut très bien donner de l'androcure chez une jeune fille sur une durée déterminée. Après, on réévalue le bénéfice-risque. On fait une IRM avant et puis une IRM à 5 ans. Et donc, moi, je continue à donner l'androcure quand c'est justifié. Il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il soit justifié. Puis la patiente est prévenue, il y a un consentement. On discute avec elle. Mais c'est vrai que le méningiome est rare chez la jeune fille. Hein. Il augmente avec. Donc, ça nous limite la durée de prescription, mais on continue à le prescrire de temps en temps. D'accord, merci. Oui, Xavier Lemoucron, j'avais une question. C'est le prélèvement que vous faites là, pour les hormones, c'est combien de temps après l'arrêt de la contraception orale? Alors, en principe, on attend 2-3 mois. Après, en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le doser juste sur les règles artificielles de post-pilule. Il faut attendre un cycle naturel, en fait. D'accord. Et comme s'il n'y a pas, c'est des femmes qui ont une spagnoménorrhée, le plus souvent, on finit par redéclencher des règles avec le Dufaston. Et puis, on fait les dosages. Mais je dirais qu'en fait, moi, souvent, je dis aux patientes, j'impose pas un moment, enfin, sauf si on est vraiment inquiet sur une étiologie. Hein. Mais sinon, je leur donne l'ordonnance, je leur dis, vous faites une pause quand ça vous arrange. Par rapport à la contraception surtout, parce qu'il faut éviter les grossesses non désirées, c'est trop dommage. Et donc, au moment d'une pause, parce que souvent elles font des interruptions de traitement, bah là c'est le moment de vérifier les hormones. D'accord, merci. Oui, j'avais une dernière petite question. Oui. Est-ce que dans l'hirsutisme, systématiquement la testostérone est augmentée? Et est-ce que la testo est augmentée également dans le bloc 21 hydroxylase, ou est-ce qu'il y a d'autres androgènes qui peuvent participer? Alors, sur les recommandations, on dit de ne pas doser la delta 4 endostendione parce qu'en fait c'est un dosage difficile et puis ça peut être élevé en ville, ça peut vous angoisser tout le monde et finalement quand on le contrôle sur des bonnes qualités. Donc en fait on fait que la testo et la testo biodisponible avec cette histoire des SHBG qui peut voilà, varier. Mais sinon, donc le bloc en 21, le plus souvent l'expression c'est l'hirsutisme. Il y a plus ou moins un trouble des règles. Mais c'est vraiment ce qui apparaît le plus dans 80% chez 80% des patients. La testo, elle est souvent élevée, modérément, mais élevée. L'OPK, c'est très variable. Puis en plus, vous avez aussi en fait la sensibilité du follicule pilosébacé qui fait que vous pouvez avoir un dosage normal et un hirsutisme normal élevé. En plus, vous avez des dosages qui sont très variables d'un laboratoire à l'autre. Donc, des fois, vous avez un hirsutisme très modéré avec une testo qui vous inquiète au niveau des dosages. Et en fait, il faut regarder, malheureusement, il faut essayer de trouver des labos qui ont des bons dosages. Et il faut regarder leurs normes. Disons qu'on n'est pas inquiet jusqu'à 2 fois la limite supérieure de la normale. Mais parfois, effectivement, on peut être inquiet par des dosages de testo en ville. Donc, voilà. Mais bon. C'est un complément de la clinique, en fait. Hein. Si la clinique est rassurante, en général. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose qu'on passe à l'autre en pratique, aux 2 autres petites présentations. Docteur Brie, merci beaucoup. Peut-être que merci. Si vous en êtes d'accord, vous pourrez revenir pour éventuellement faire le traitement du SOPK. Ah oui, je pense que ça intéressera. Le traitement. La petite logique de votre première présentation